De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, deuxième partie, chapitre 1, suite. Le soir, la mère revient, elle le harcèle. Ça ne va pas mieux? En t'aidant d'un bâton, tu pourrais peut-être aller garder nos figues. Il suffit que les gens te voient passer. Ta présence éloignera les voleurs. Appelle mon frère, il me remplacera cette nuit. Tiens, dis-lui de venir, envoie-lui le petit, donne-moi encore à boire. Tu veux que j'appuie de mes mains sur quelque endroit qui te fait mal? Non, j'ai mal partout. Une grappe de raisin? Tu voudrais plutôt un peu de couscous, avec du lait bien aigre. Cela réveille. Ramdan ne répond plus. Il ferme les yeux. Il ne les ouvre que pour recevoir son frère. Lonis constate lui aussi que ce n'est rien. Il ira coucher au champ. Mais le lendemain de bonne heure, il part en voyage pour une semaine. Dans la nuit, le malade délire. Il dit des choses incohérentes. Il s'adresse à sa mère qui est morte. Il étouffe, il vitupère des personnages inconnus et invisibles. Il dit qu'il le menace. La femme ne dort pas. Les enfants se réveillent. Ils sont muets et tremblants. Ce sont des djenoun, dit la mère. Votre père se bat avec eux depuis 1 heure. Fouroulou se fait tout petit. Il souhaite que les djenoun ne s'aperçoivent pas de sa présence. Ils ont terrassé son père, ils sont si forts. Le lendemain, quoiqu'habitué à dormir tout son saoul, il se lève sans trop de difficulté, avec le soleil pour accompagner sa sœur Baya au champ. Ils doivent sortir du gourbi les claies de figues au séchoir, en ramasser d'autres sous les figuiers, faire paître les moutons et rapporter le sac de feuilles de frêne cueillies par l'oncle au clair de lune. De retour à la maison, il sait qu'il aura à faire boire les bœufs à l'abreuvoir et que l'après-midi, il retournera au champ pour rentrer les figues à l'intérieur du gourbi, remplir le sac pour les animaux et chercher parmi les buissons du bois pour le canoun. Il pense que son père sera content de lui. À la maison, il trouve un vieux chir en train d'écrire une amulette. Le père est assoupi. Le marabout réveille le malade pour l'interroger. Ramdan répond raisonnablement aux questions. N'empêche que le taleb découvre un sens secret aux paroles. Il est manifeste d'après lui que les djenoun ont été dérangés pendant la nuit à côté d'une source près du séchoir et qu'ils sont entrés dans le corps parce qu'on n'a pas pris la précaution de les conjurer en prononçant la formule habituelle, quelque chose comme « va des rétro Satanas ». Donc tous les torts sont du côté du malade. Maintenant, pour les chasser, il faut tuer un bouc et encenser le bas-ventre du malade avec une feuille de laurier rose écrite des 2 côtés. Cette dernière opération sera répétée 3 fois. Pour éviter les confusions, 3 feuilles de laurier portent chacune 2 ou 3 barres tracées par le taleb. Fouroulou a une sainte terreur des djenoun. Il s'en voudrait de les contrarier tant soit peu. Mais il se rappelle fort à propos une petite anecdote racontée par son maître, lequel, pour faire plaisir à sa vieille mère, qui lui demandait une amulette, lui apporta un jour un petit papier proprement plié, contenant tout le texte de la cigale et la fourmi. Donc, pour montrer à ses sœurs qu'il est un esprit fort et qu'il n'est pas dupe du vieux turban qui vient leur soutirer 10 francs, il raconte l'anecdote de l'instituteur en ajoutant que la cigale et la fourmi ont guéri la vieille mieux que ne l'aurait fait une véritable amulette. Mais pour faire ouvertement cette audacieuse critique, il doit attendre le départ du chir et l'assoupissement du père. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Quand le père a les yeux ouverts, qui vous dit que ce ne sont pas les démons qui l'habitent, qui vous lorgnent, vous guettent et peuvent subitement changer de domicile et venir habiter chez vous? Dans ces moments-là, Fouroulou, son maître à beau dire, se tient prudemment à l'écart. Ces craintes sont pourtant bien vaines, car les djenoun ne se décident pas à quitter leur victime. Un troisième marabout ne réussissent pas mieux que le premier. Dans ces instants de lucidité, le père dit bien qu'il ne loge rien du tout,
mais quand il se remet à délirer, il est difficile de le croire. Son frère Lounès revient enfin de voyage et fut tout étonné de le trouver plus malade encore. C'était vraiment sérieux. Comme un malheur ne vient jamais seul, on avait cassé la porte du courbi, une nuit où l'on n'avait trouvé personne pour le garder. On avait saccagé des claies, volé une bonne partie des figues. Lounis prit la direction de la maison. Il se mit d'accord avec le propriétaire pour vendre les bœufs qu'on ne pouvait plus entretenir. La part du bénéfice servit à soigner le malade. Elle ne dura pas longtemps. Il fallait de la semoule et de la viande une fois par semaine. On tua un deuxième bouc et de temps en temps une poule. L'Aïd approchait, on dut acheter des gandouras aux enfants. On vendit l'âne et un mouton. Bref, le pauvre Ramdan était ruiné avant même d'entrer en convalescence. Lounis, pour sauver son frère, dépensait inutilement sans compter. Il apportait de la viande, c'étaient les enfants qui la mangeaient. On préparait du café, le malade n'en buvait qu'une tasse. Lorsqu'enfin il put manger, Ramdan ne trouva ni provision ni argent. Alors il emprunta à 50% pour reprendre des forces et pour nourrir les siens. C'était l'hiver, il dut continuer à emprunter jusqu'au printemps. Quand ses forces revinrent en même temps que les beaux jours, il put mesurer avec effroi la profondeur de l'abîme où la maladie l'avait plongé. La misère était à ses trousses. Pour la première fois depuis le partage, il se rendit le cœur gros chez le cadi notaire, à poser ses 2 pouces au bas d'une reconnaissance de dette. Il hypothéqua son champ et sa maison. Ce jour-là, un jour de marché, si Fouroulou a bonne mémoire, son père, surmontant son chagrin, avait rapporté un chapelet de tripes. Elles parurent amères à tous. Quelque temps après, laissant sa famille aux soins de son frère, Ramdan quitta un matin son village pour aller travailler en France. C'était l'ultime ressource, le dernier espoir, la seule solution. Il savait très bien que s'il restait au pays, la dette ferait boule de neige et emporterait bientôt, comme sous une avalanche, le modeste héritage familial.